Bienvenue sur la télé de Lilou. Je reçois aujourd'hui Christian Doumergue, un historien, auteur passionné. Tu es passionné par ton travail, tu adores révéler ces vérités qui sont cachées. Ouais. J'ai eu la chance de t'interviewer sur Marie-Madeleine. D'ailleurs, on va refaire une interview en personne parce que c'était vraiment un sujet tellement passionnant. J'adore ta manière d'expliquer, d'aller creuser ces sujets. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de parler avec toi de la sorcellerie, parce que c'est quand même un vrai sujet, le sujet des sorcières. Tu as écrit le livre « Le royaume des sorcières ». Il y a toute cette fascination dans notre société actuelle sur la sorcière, sur le mysticisme d'ailleurs aussi au sens large. Hein. Comment t'expliques cette espèce d'engouement en ce moment? On sent aussi beaucoup de jeunes qui sont intéressés par ces sujets. Ça sort d'où? Alors ça sort d'où? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, et notamment autour de la figure de la sorcière. C'est une figure qui cristallise pas mal de choses en fait. La sorcière, je pense qu'il y a au moins 3 explications à cet engouement, parce que c'est vrai que c'est devenu un sujet très à la mode. Hein. Il y a qu'à aller dans les librairies, il y a quantité de livres alors pas de livres d'histoire justement, mais plutôt de livres de sorcellerie pratique en fait, hein, pour la sorcière moderne. Alors pourquoi cette fascination? Comme je le disais, il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est une icône féministe en fait, la sorcière. Elle est devenue une icône féministe. Donc dans une période de questionnement sur le féminin, le masculin, une période extrêmement confuse, c'est devenu un repère pour pas mal de jeunes femmes en fait, qui s'identifient dans cet archétype qui est un archétype extrêmement puissant. Ouais. Donc là, c'est une des raisons, c'est cette interrogation sur le féminin. La deuxième raison, et là ça touche un public beaucoup plus large en fait, c'est qu'on est dans une période désenchantée en fait, hein, il faut le dire, on n'est pas dans une période très gaie. Il y a qu'à ouvrir la télé, les informations sont dramatiques quel que soit le domaine, que ce soit sur le social, sur le contexte géopolitique, sur l'écologie. Et il n'y a plus de perspective en fait. Quand on interroge les jeunes, ils n'ont aucune perspective d'avenir en fait. Ils se sentent bloqués à tous les niveaux. Vivre est devenu aussi synonyme finalement de meurtre envers la planète. En fait, voilà, il y a toute cette charge mentale qui est là, qui fait qu'on n'a plus d'horizon et il n'y a plus de transcendance. Et donc la sorcière, en fait, elle réenchante le monde. C'est-à-dire dans un monde comme ça, complètement désespéré, elle remet une charge de magie. On est dans un monde en fait qui est très rationnel. Hein, tout est régi par le temps, l'économie. Il n'y a plus cette magie qui était là avant, qui était une magie du quotidien en fait. Hein. Les gens étaient habités par des croyances. Il n'y a qu'à reculer début 20e et même jusque dans les années 50 dans certaines campagnes ou montagnes. Toutes ces croyances étaient encore là. Aujourd'hui, elles ne sont plus là. La rationalité l'a emporté. Donc c'est un retour vers le merveilleux en fait. Qui est similaire à ce qu'a pu incarner le Seigneur des Anneaux, par exemple. Voilà, un retour vers ce fantastique-là. Et puis, il y a un troisième élément, c'est la déconnexion avec la nature. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de déracinés. La plupart des gens vivent en ville et même ceux qui vivent à la campagne finalement ne sont plus connectés à la nature. La plupart ne vont plus dans la nature, se déplacent en voiture. Ils n'ont pas ce lien charnel, corporel avec la nature. Et la figure de la sorcière, c'est ça aussi. C'est-à-dire c'est la femme qui est restée connectée avec la nature, avec les éléments, avec la lune, avec les arbres, avec les plantes, avec la terre, qui capte ces énergies-là. Et donc c'est ça aussi en fait, ça exprime ça, cette volonté de revenir vers la nature et de revenir vers une connexion forte, enracinée. C'est le retour de la sorcière. Oui, c'est le retour de la sorcière, oui, absolument, parce qu'elle avait été chassée en fait du paysage. Hein, il y a eu, peut-être qu'on l'évoquera, la grande chasse aux sorcières à la Renaissance. Et puis après cette période-là, au XIXe siècle, on a une guerre de la rationalité en fait, contre l'irrationalité. Et à ce moment-là, c'est les scientifiques, c'est plus les inquisiteurs, les hommes d'église qui vont combattre les sorcières. À partir de là, c'est les médecins. Et on a une vraie guerre des médecins contre les sorcières, notamment dans les villages. Hein. Dans mon livre, je donne des exemples concrets de procès qui ont été dirigés contre des sorcières. Par exemple, la sorcière de Saint-Gilles-du-Fès, qui est un petit village à côté de Montpellier, qui était appelée la Chazotte. D'où tu viens d'ailleurs? D'où je viens, d'où je suis originaire, oui, absolument. Et en faisant ce livre, j'ai découvert cette partie-là de l'histoire de mon village natal, en fait, que je ne connaissais pas. Dans la presse quotidienne locale de l'époque, donc début 20e. Et cette femme-là était très populaire, en fait. Il y avait des bus qui étaient affrétés de Montpellier pour venir la voir. C'était une guérisseuse. Hein. Et le médecin du village lui a intenté un procès pour escroquerie qui a été porté donc, devant le tribunal de Montpellier. Et elle en est sortie, en fait, gagnante.
puisqu'il a été prouvé qu'elle ne faisait pas ça pour des bénéfices personnels, qu'elle n'escroquait pas les gens, mais qu'au contraire, elle était vraiment vénérée par la population. Mais voilà, c'est un de ces épisodes qui montre qu'on a mené vraiment une guerre idéologique, en fait, de la rationalité contre ce qui était jugé irrationnel, qui était jugé appartenant au passé, en fait, aux croyances du passé. Et donc, à partir de là, progressivement, la sorcière a disparu, en fait, du paysage mental. On sent le poids de ce passé-là, justement, et de ces jugements historiques qui nous pèsent encore dans notre libre expression, on le sent. Oui, c'est-à-dire que la sorcière, alors qu'elle a été vue comme positive, hein, là, quand je parle de la sorcière de Saint-Gély, c'était une femme qui était vraiment adorée, qui avait d'ailleurs combattu courageusement une épidémie dans un village voisin, alors que personne n'osait s'y aventurer. Donc voilà, et c'était une figure vraiment très positive. Et ces sorcières ont été noircies, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de sorcières, alors c'est vrai qu'il y a ce renouveau qui fait que l'image reprend un côté positif. Mais pendant longtemps, la sorcière, c'était la sorcière inquiétante des Disney, hein, puisque c'est souvent notre première rencontre avec la sorcière. Ce sont les contes, ce sont les Walt Disney. Et là, la sorcière a gardé ce côté négatif, ce côté qu'on rejette, en fait. Donc, historiquement, si tu nous ramènes un petit peu plus loin, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que finalement, il n'y avait pas véritablement de preuves. Toi, tu as été creuser tout ça et tu as recherché et archivé, enfin regardé ces archives, mais c'était pas des vraies preuves finalement contre elle. Non, alors quand on regarde historiquement, les sorcières, elles ont toujours existé. Et à un moment donné, à la fin du Moyen-Âge et plus fortement à la Renaissance, d'un coup, elles sont diabolisées. Donc c'était des guérisseuses, c'était des... Voilà, c'était des femmes qui étaient consultées pour des guérisons, qui étaient consultées aussi par exemple pour retrouver des objets perdus. Alors je donne un exemple dans le livre qui est vraiment révélateur de cette diabolisation. Il y a une relique qui est volée, donc un objet religieux qui est volé dans une église, et le curé lui-même va chercher une femme qui était réputée donc être sorcière, mais être sorcière qui retrouvait les objets perdus. Elle avait la faculté de capter de façon un peu médiumnique en fait qui avait commis ce larcin. Et elle avait vraiment cette réputation, si bien que quand elle est engagée, en fait, il y a pas mal de voleurs qui finalement ramenaient ce qu'ils avaient volé parce qu'ils savaient qu'ils allaient être pris. Et donc là, c'est révélateur parce qu'on vole un objet religieux dans une église et le curé lui-même va consulter cette femme. Donc ça montre bien qu'à cette période-là, ces femmes-là sont également consultées par des hommes d'église et qu'il n'y a pas de diabolisation. Et puis à un moment donné, il y a une bascule. Cette bascule, c'est vraiment à la Renaissance, avec l'apparition du livre. C'est un petit peu comme les théories du complot aujourd'hui, hein, dont on dit qu'elles ont été favorisées par Internet. À l'époque, l'apparition du livre, en fait, de l'imprimé, va permettre au discours de se diffuser beaucoup plus rapidement et de se diffuser avec des images aussi, puisqu'il va y avoir des gravures. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler d'une espèce de conspiration démoniaque qui réunit des femmes, qui invoquent le diable la nuit dans les campagnes. Et c'est à partir de là que, du coup, on va décider de combattre ces femmes-là. Pourquoi? Parce que tous les maux qui vont tomber sur les villes, les villages vont leur être associés. C'est-à-dire que si une ville brûle, par exemple, on va dire c'est un coup des sorcières. Si le bétail tombe malade, c'est le coup des sorcières qui ont jeté un sort. Ce discours-là se répand vraiment à travers l'Europe. Hein. Pareil pour les tempêtes. Hein. Il y a des gravures qui nous montrent des sorcières en train d'évoquer des tempêtes. Et donc, toutes les grandes catastrophes, en fait, leur sont associées. Et ça explique qu'une partie de la population ait eu ces mouvements de violence qui sont absolument terribles, où on va accuser une femme en particulier, ou un groupe de femmes, où on va les faire passer devant un tribunal et ensuite les condamner. Parce qu'avant qu'on ait autant peur de ce pouvoir-là de la femme, je veux dire, qu'est-ce qui se passait avant? Quelle était la place de la femme? Encore avant? Alors, encore avant, si on remonte vraiment très très loin dans le temps, dans l'Antiquité, on a des traces écrites de communautés de femmes, hein, qui, par exemple, les prêtresses de l'île de Sein, qui sont évoquées par les auteurs antiques. C'est une communauté de femmes, donc sur l'île de Sein en Bretagne, ce sont des prêtresses qui alors ne sont pas qualifiées explicitement de sorcières, hein, elles sont qualifiées de prêtresses, et c'est là qu'on voit qu'il y a eu un changement de terme dans le temps. Parce que si on regarde leurs attributs, en fait, c'est exactement les mêmes que ceux qu'on va prêter aux sorcières plus tard. Elles vivent uniquement entre femmes, elles ont des pratiques particulières et elles auraient la capacité de déclencher, par exemple, des tempêtes en mer, mais aussi de se transformer en animal. Donc ça, c'est très intéressant. Donc il y a un lien très fort avec la nature. Voilà, ce sont des femmes qui sont vraiment connectées à la nature. Et entre elles. Et entre elles.
qui vivent exclusivement. Alors il y a plusieurs communautés comme ça, il y a les femmes samnites aussi, toujours sur les îles bretonnes, qui vivent uniquement entre elles, qui viennent éventuellement sur Terre pour trouver un homme et avoir une descendance, mais c'est tout. Les hommes ne sont pas admis dans leur communauté en fait. Et donc ça c'est des traces littéraires, mais ce qui est fascinant, c'est qu'on a retrouvé donc une tablette de plomb gravée près de Millau, en fait, qui remonte à l'Antiquité, à l'époque gauloise, où on a vraiment une trace écrite de ces communautés de femmes-là. En fait, cette tablette a été retrouvée dans une nécropole, dans une tombe. C'est une incantation magique, et il est question d'une communauté de femmes qui lance un sort contre une autre communauté. Donc il y avait manifestement aussi une guerre possible entre ces communautés. Mais ce qui est fascinant, c'est que voilà, on a des preuves historiques et archéologiques de l'existence de ces communautés exclusivement féminines. Elles n'étaient pas forcément toutes à œuvrer positivement pour quelque chose de positif. Je veux dire, on le sait que le pouvoir entre les mains ou cette force-là peut aussi être manifester différentes choses, on va dire. Oui, alors quand on regarde les textes antiques sur les sorcières, il apparaît plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est des femmes qui connaissent bien les plantes. Donc elles connaissent très bien les vertus des plantes, que ce soit les vertus positives ou négatives. Donc elles peuvent guérir, mais elles peuvent aussi concocter des poisons. C'est quelque chose qui revient assez couramment dans les textes antiques. Et quand on regarde la magie, la pratique de la magie dans l'Antiquité, effectivement, on a ce qu'on a appelé par la suite une magie blanche et une magie noire, c'est-à-dire qu'on a des communautés ou des femmes isolées qui œuvrent pour le bien, et puis il y en a qui s'en servent pour des choses plus obscures. On a tout ce qui concerne la magie funéraire, par exemple, qui va consister à invoquer les âmes des morts, pour leur confier des missions en fait. Là aussi on a des traces archéologiques, des statuettes d'argile par exemple qui ont été retrouvées en Égypte avec des inscriptions sur des plaques de plomb. En gros on va chercher une tombe, on va convoquer l'âme du mort et on va lui dire grâce à une incantation magique tu vas accomplir cette mission, une fois que tu l'auras accomplie je te libère mais sinon, tu es sous mon pouvoir. Et on va confier à l'âme du mort des missions qui peuvent être variables, mais souvent, c'est des incantations, par exemple, pour une cause amoureuse. Un homme qui est amoureux. On a l'exemple de Ptolémaïs, donc, qui était une femme égyptienne dont un homme était amoureux. Et donc, il y a eu la convocation d'un âme d'un mort pour aller persécuter cette femme jusqu'à ce qu'elle cède aux avances de cet homme. Voilà. Et ça, c'est une statuette donc, qui est conservée au musée du Louvre, qu'on peut voir. Donc, c'est une preuve archéologique de ce genre de pratique. Ça, c'est fascinant. Donc ça, c'est au niveau de la pratique. Et au niveau du regard, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à associer l'ostracisation de la femme, la diabolisation de la femme aux religions monothéistes, et notamment au christianisme, mais quand on regarde les textes antiques, en fait, c'est déjà là, c'est-à-dire qu'il y a déjà une misogynie qui est là, qui est très forte, et la sorcière va incarner cette misogynie, puisqu'on lui prête des pouvoirs tout à fait effrayants, et on a plusieurs textes antiques extrêmement misogynes, et d'ailleurs, les grandes figures de sorcières de l'Antiquité, comme Circé, par exemple, qui est un des archétypes de la femme fatale. Il ne faut pas oublier que cette vision de la femme fatale qui est devenue quand même avec le cinéma quelque chose d'extrêmement séducteur, avant tout c'est un archétype misogyne, c'est-à-dire c'est la femme qui fascine mais surtout qui castre, qui met en danger, qui soumet l'homme. Et ça c'est très présent dans les descriptions des sorcières antiques. Alors que dernièrement justement dans, comment elle s'appelle, et le vampire... Dans certaines séries actuelles, au contraire, la sorcière est vue positivement. Donc on voit l'importance que des médias, des écrits, des images, et comme s'il y avait quelqu'un qui presque tirait les ficelles de notre vision collective d'un phénomène, parce que c'est fou. Oui, c'est-à-dire là, en ce moment, à quel point ça s'ouvre sur ce sujet, alors qu'à un moment, elles ont été diabolisées. Oui, c'est-à-dire qu'on va projeter en fait sur une image, celle de la sorcière, on va projeter en fait tout un tas d'idéologies. Elle a longtemps été diabolisée et puis effectivement, progressivement avec le mouvement féministe, elle va être réinvestie d'une valeur positive et c'est notamment le cas avec la série Ma sorcière bien-aimée, à partir des années 60, l'émancipation de la femme. Ma sorcière bien-aimée, c'est une figure de l'émancipation de la femme et là la sorcière est extrêmement positive, elle est plus vue de façon négative et puis plus récemment, effectivement, on a la série Buffy contre les vampires
avec le personnage de Tara qui est une sorcière moderne, extrêmement douce comme personnage, et un personnage extrêmement positif en fait. Donc là on voit qu'on a basculé dans autre chose. Buffy est une figure féministe, hein. La série dans son entier, c'est l'empowerment féminin en fait, hein. Voilà. Buffy contre les vampires, c'est vraiment une des premières grandes figures télévisées de cet empowerment de la femme en fait, qui devient combattante en fait, qui est plus la petite blonde déplorée par les méchants vampires. Là elle combat les vampires, et la série tout entière a porté ce message-là, et notamment à travers ces personnages de sorcières comme celui de Tara. Ouais, c'est là où on se demande si ça vient vraiment du collectif et d'une société qui est prête, ou si parce que ils n'apparaissaient pas avant, ces séries n'apparaissaient pas avant. Donc qui vient en premier, parce que c'est un peu les deux. Ouais. C'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il faut que la société soit prête pour que la série fonctionne. Ouais. Et à partir du moment où ça fonctionne, ça devient une icône, et donc ça devient. Oui, mais à un moment ça dérange quand même. Mais ça a pu déranger, ça a pu déranger certains, et il faut que ça arrive au moment opportun en fait. C'est-à-dire qu'il y a une balance entre un auteur que ce soit un écrivain ou un réalisateur, qui va capter quelque chose dans l'air du temps et qui va réussir à l'incarner sous forme d'une fiction. Et je pense que voilà, toutes ces séries américaines, en fait, il y a Buffy, mais il y a plein d'autres séries qui questionnent sur l'irrationnel. Le succès de ces séries-là témoigne d'interrogations qui sont très profondes, en fait. Et on n'est pas dans une simple distraction, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est le reflet quand même d'aspirations, en fait, qui sont largement partagées. Essentiellement en Occident, hein, pour le coup, là, c'est des séries qui parlent à des problématiques occidentales. Mais voilà, c'est pas juste une distraction, en fait. Si on revient donc dans l'histoire, qui en voulait aux sorcières ? Qui a créé tout ça? Qui a mis ça en place? Comment ça a pu être mis en place pour diminuer leur puissance, leur pouvoir, ce qu'elles pouvaient faire? C'est plusieurs phénomènes, en fait, là aussi. Ça a été incarné principalement par des hommes d'église. De façon globale, on peut dire que c'est certains hommes qui vont vouer une haine absolue envers ces femmes. Souvent, c'est mu par de la misogynie et par la peur de la femme. C'est-à-dire que quand on regarde les traités de ces gens-là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du pathologique dans la crainte de la femme, de la féminité, parce qu'on est dans un discours très masculin qui est très normé, sur une volonté de contrôle, en fait, et d'homme tout-puissant. Et la femme va déranger, elle dérange parce qu'elle trouble l'homme, et ça le déstabilise dans sa toute-puissance, en fait. Et on voit que dans tous ces textes, ces hommes-là ne peuvent pas admettre qu'ils sont séduits par la beauté d'une femme, par exemple, puisqu'ils sont trop élevés pour ça, hein. On est souvent dans un contexte religieux. Donc, s'ils ont une faiblesse à l'égard d'une femme, ils vont systématiquement se dédouaner de leur propre responsabilité, puisque c'est eux qui sont séduits, hein, en disant « la femme m'a jeté un sort ». Et donc ça, c'est quelque chose qui va revenir, c'est-à-dire que la femme use de magie. Ces hommes-là ne peuvent pas admettre qu'ils sont juste séduits par une femme, il faut quelque chose de plus puissant, en fait, donc des charmes diaboliques, etc. On voit que la sexualité revient très souvent dans ce discours-là, la séduction. On a des hommes comme Pierre de l'Ancre, qui a combattu les sorcières au Pays Basque. Quand on lit ses écrits, enfin, c'est tout à fait révélateur. En fait, ce sont des femmes qui n'étaient même pas forcément des sorcières à la base, hein. C'est-à-dire qu'on est dans un pays de marins, donc les hommes partaient en mer toute une partie de l'année pour des campagnes de pêche, et les femmes restaient seules. Donc elles avaient l'habitude de vivre entre femmes, avec des règles qui choquaient la bienséance de certains esprits un peu trop puritains, qui trouvaient qu'elles prenaient un peu trop de liberté, notamment vestimentaire, etc., qu'elles allaient dans des tenues indécentes alors que, bon, elles étaient habillées, hein, mais dans la mer, enfin tout ça ne leur plaisait pas à ces hommes-là, et donc Pierre de l'Ancre les voit comme des femmes extrêmement vicieuses, donc elles deviennent des sorcières pour le coup, et là où c'est très révélateur, c'est qu'il y a cette figure tutélaire d'Ève aussi au-dessus. C'est-à-dire que ce Pays Basque, il y a énormément de pommiers, il y a
culture des pommes. Et Pierre Delancre écrit, mais en fait c'est normal, hein, la pomme c'est censé être le fruit interdit, donc croqué par Ève, puis par Adam, et dit à force de consommer des pommes, ces femmes-là sont extrêmement vicieuses. Alors ça fait rire aujourd'hui, quand on lit ça on se dit mais c'est assez absurde, sauf qu'à l'époque ça a généré en fait des persécutions bien réelles, donc ces phrases-là qui nous semblent presque de l'humour aujourd'hui, en fait, n'étaient pas du tout de l'humour à l'époque, et ont été prises vraiment au premier degré et ont suscité des persécutions à l'égard de ces femmes. C'est une chose de mettre en image des sorcières et les diaboliser à travers l'image, c'en est une autre quand même de les mettre sur le bûcher. Oui. Comment on en est venu jusqu'à tuer des personnes? On en est venu parce qu'on a construit un discours. Donc, Comment ça se construit ce discours justement à travers l'histoire? Parce qu'on l'a vu, ça s'est répété plusieurs fois. Oui, ça s'est répété. Différents types de personnes. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que le combat contre les sorcières en fait, fait suite au combat contre des hérétiques. On va reprendre exactement la même méthodologie. C'est-à-dire que déjà, on va avoir tout un tas de chefs d'inculpation. Le premier, le plus puissant, c'est le culte du diable. Et on va reprendre tout un tas d'éléments qu'on utilisait auparavant contre les hérétiques, par exemple contre les cathares, hein, qui étaient des chrétiens qui ont été condamnés pour hérésie, qui s'étaient développés à travers toute l'Europe, mais dont on a surtout le souvenir dans le sud de la France. Les cathares, pour les faire tomber, en fait, les théologiens les ont accusés de vouer un culte au diable, et ils ont inventé tout un tas de choses en disant qu'ils vouaient un culte au chat, par exemple, et que ça serait d'ailleurs de là, alors c'est une étymologie complètement fictive, que viendrait le terme cathare, de catus, le chat. Pourquoi? Parce que le chat avait été déclaré officiellement par l'Église comme le représentant du diable sur terre. Donc c'était vraiment l'animal diabolique par excellence, et quiconque avait un culte pour le chat était forcément sous la tutelle du diable. Et donc ces accusations de culte du chat qu'on avait précédemment portées contre les cathares et contre les Templiers aussi, hein, quand on a voulu combattre les Templiers, en fait, quand Philippe le Bel a voulu combattre les Templiers, ça a été une des accusations, culte du chat. Eh bien on va reprendre exactement ça contre les sorcières. C'est-à-dire on va les accuser de vénérer des chats, de se transformer en chats. Voilà. Donc il y a tout un tas de chefs d'inculpation qui étaient déjà là avant. Et puis on va en rajouter d'autres, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, toutes ces catastrophes, on va les associer aux sorcières, et on va expliquer ça à la population à travers tout un tas de textes qui vont circuler. Donc vraiment, on crée un état d'esprit qui prédispose les gens à accuser les sorcières de tous les maux qu'ils vont subir. Et ça, c'est tout à fait terrible, parce qu'on voit que dans beaucoup de cas, en fait, c'est la population civile qui va amener aux hommes d'église des femmes ou des hommes. Alors je dis des femmes parce que la persécution des sorcières, si on est assez bien documenté là-dessus, c'est 80% de femmes, au moins. Ça dépend des régions, mais c'est à minima 80% de femmes, donc globalement c'est une persécution qui a concerné les femmes. Je ne savais pas. Il y avait une partie d'hommes. Il y avait malgré tout quelques sorciers qui ont été accusés. Si on regarde sur des zones qui sont bien documentées, bien archivées, où on a pas mal de procès en sorcellerie qui ont été conservés, comme l'Alsace, c'est 81,5% de femmes dans les procès, et donc il y a malgré tout des hommes qui ont été accusés, mais ils restent minoritaires par rapport aux femmes. Globalement, c'est vraiment dirigé contre les femmes. Donc voilà, préparer les esprits à ça, en fait. Hein, tous les génocides ont commencé par ça, une préparation des esprits. Hein, l'antisémitisme a généré ça pendant la période des années 30-40. Hein. Il y avait tout un avant qui préparait les esprits à persécuter les juifs. Et on a exactement les mêmes mécanismes de complotisme, en fait. C'est les mêmes outils qui sont utilisés à différentes époques. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a eu tout un appareil juridique qui a été fabriqué à travers certains ouvrages très précis sur comment juger une sorcière, comment prouver qu'elle est une sorcière. On a Heinrich Kramer, par exemple, qui a rédigé Le marteau des sorcières, alors qui est le grand best-seller de l'époque sur le sujet. Et c'est vraiment un manuel qui recueille tout un tas de témoignages qui veut prouver la réalité du phénomène, puisque certains discutaient, hein, même au sein de l'Église, hein, tout le monde ne croyait pas que ces femmes avaient ces pouvoirs-là. Mais donc, il y avait des hommes d'Église qui, eux, en étaient convaincus et qui voulaient les combattre. Donc, première partie, recueillir des témoignages. Deuxième partie, une procédure judiciaire très précise pour inculper une sorcière. Alors, on va, quand une femme est accusée, par exemple, chercher sur son corps la marque du diable, puisqu'elle est censée avoir commis un pacte avec le diable, et ce pacte se traduit par une trace corporelle. On va chercher par exemple une tache de naissance qui
ressemble souvent à une patte de chat, puisque le chat est démoniaque. Donc c'est ce qu'on va chercher sur le corps de la femme. Donc il y a tout ce côté très sadique aussi, hein, puisque ces femmes-là, on les met à nu et on ausculte l'entièreté de leur corps. Donc il y a tout ce côté voyeuriste. Enfin voilà, il y a... Quand j'employais le terme pathologique tout à l'heure, il y a vraiment ça, quoi, qui est là et qu'on revoit, qu'on ressent dans ces Abus procès. sur abus, quoi. Entassé. Absolument, oui. Ouais. Ça doit être terrible de revenir à ces moments-là, justement, où la femme est dans toute sa vulnérabilité et qu'il y ait cette prise de pouvoir qui est juste plus du tout humaine, quoi, qui dépasse les limites. Assez horrifiant. C'est vrai que le livre Le Royaume des sorcières, je l'ai conçu un peu comme un voyage de l'ombre à la lumière. Donc je commence par cette période des persécutions avant d'essayer de comprendre qui étaient vraiment ces femmes qu'on a diabolisées. Mais c'est vrai on fait des allers-retours parce que j'adore justement, sinon c'est dense hein, quand même. Oui. Et la première partie qui concerne la persécution, effectivement, est assez pesante parce que on voit tout ce crime en fait à l'œuvre en toute impunité et qui a perduré de différentes façons dans le temps. Sur combien de temps? Alors c'est vraiment la Renaissance, donc on est sur... au Moyen-Âge, on a des femmes qui commencent à être accusées, mais on n'a pas de persécution généralisée. C'est vraiment la Renaissance qui, paradoxalement, est présentée par les livres d'histoire comme une période de Renaissance, justement, mais qui en fait n'est pas du tout une période de Renaissance, qui est la grande période de la chasse aux sorcières. C'est aussi la période où on croit le plus aux vampires. Voilà, donc c'est pas du tout la vision qu'on en a, la réalité historique. Et puis, bon, ça s'est arrêté quand l'Église perd un peu de son pouvoir. Mais il n'y a pas que l'Église qui est impliquée dans la chasse aux sorcières, c'est ça qu'il faut bien... C'est qu'il y a des populations aussi qui étaient prédisposées à persécuter ces femmes-là. Et ça va perdurer en fait au XIXe siècle sous d'autres formes. Une forme pacifiste, en fait, les médecins qui vont donc... on le disait tout à l'heure, qui vont combattre, mais de façon juridique, ces femmes. Et puis, des fois, on a aussi des meurtres de femmes. Dans la presse quotidienne, ça, j'ai retrouvé pas mal d'exemples. Des femmes qui sont accusées de sorcellerie, d'hommes qui pensent être envoûtés par des femmes et qui vont les tuer à l'époque, au XIXe siècle, en se défendant, en disant c'était une sorcière. Ça devient donc, voilà, ça devient un peu le prétexte. C'est vrai que c'est un vrai prétexte. C'est horrible. Et ça va jusqu'où alors dans ces persécutions? Donc, parce que sur ta couverture, on voit le feu quand même. Il y avait... Alors, il y a différents types d'exécution de la sorcière. Il y a le bûcher, c'est le plus connu. La sorcière est souvent condamnée au bûcher. Pourquoi? Parce que en fait, il y a vraiment cette idée que ces femmes-là, ou ces hommes, de façon minoritaire, incarnent le mal et le feu est purificateur. Donc c'est pour ça qu'on va les brûler, parce qu'il faut effacer toute trace de mal. Il y a vraiment cette obsession de l'incarnation terrestre du mal, et donc le corps porte le mal, donc il faut le brûler pour qu'il disparaisse complètement et que le mal disparaisse. On a d'autres types de persécutions, c'est la décapitation aussi. La sorcière peut être condamnée à être décapitée. Et puis, on a aussi tout un tas de noyades, parce qu'il y a les cas où on n'a pas pu trancher. Donc, ces procès sont très codifiés, c'est-à-dire qu'il y a des sorcières qui ont pu être disculpées, par exemple. On n'a pas pu prouver qu'elles étaient sorcières, qu'elles avaient commis un pacte avec le diable, donc elles vont être libérées. Elles ont été emprisonnées, jugées et libérées. On a quelques exemples comme ça. Et puis, on a des exemples où le tribunal ne sait pas. Et donc là, on s'en remet à Dieu, c'est-à-dire qu'on procède à ce qu'on appelle une ordalie, c'est un jugement divin. C'était une pratique qui était très courante au Moyen-Âge et ensuite à la Renaissance. L'homme admet qu'il n'a pas l'entendement, et donc il va demander à Dieu de trancher. Et là, c'est assez terrible parce que, en fait, c'est une des ordalies qui est proposée donc, pour les sorcières, c'est de les immerger dans l'eau, avec les membres liés, évidemment, elles ne peuvent pas nager. Et en fait, là, il n'y a pas vraiment d'issue pour elles, quoi qu'il en soit, c'est la fin, puisque si elles se noient, le diable ne les a pas sauvées, donc on admet qu'elles étaient innocentes, mais c'est un peu tard. Et si elles sont sauvées, eh bien, dans la plupart des cas, on ne va pas considérer que c'est Dieu qui les a sauvées, mais que c'est plutôt le malin qui leur a donné ce pouvoir. Parce que les sorcières sont censées être des femmes plus légères que la normale, parce qu'elles volent sur des balais. Donc si elles flottent à la surface des eaux, ça veut dire qu'effectivement ce sont des sorcières parce qu'elles sont plus légères. Il y avait aussi des balances à sorcières.
pour juger. Voilà. C'est-à-dire qu'on pesait les femmes, on estimait par rapport à leur corpulence le poids qu'elles devaient faire. Et si le poids affiché par la balance était plus léger que ce qu'on avait estimé, eh bien, c'était la preuve qu'elles étaient des sorcières et qu'elles volaient sur des balais. Ouais, Donc, la liste était longue, ouais. La liste était longue, il y a toute une foultitude en fait, de processus. Et donc, il y a beaucoup de noyés aussi chez les sorcières par rapport à ce Moi, je ne peux procédé-là. pas m'empêcher de penser que tout ça, ça a un impact sur nos vies d'aujourd'hui et que tout ce que je vois déjà qu'on hérite de nos ancêtres, hein, de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et à quel point on se sent, parfois pour certains d'entre nous qui se sont intéressés par le développement personnel et spirituel, on voit qu'on est freiné. J'imagine que ça aussi, ces mémoires-là sont quelque part, non ? Ils peuvent nous freiner à l'heure actuelle, ces noyades, ces bûchers, Oui. c'est de nous couper les ailes à ce point-là de cette puissance, de cette magie, de cette reliance avec le divin. Ça va loin quand même dans notre pleine incarnation de cette puissance maintenant aujourd'hui, individuellement et collectivement. Absolument, on vit constamment dans le passé en fait. Le passé laisse une empreinte psychique, et donc toutes ces choses-là sont encore très présentes et créent des mouvements qui peuvent être des mouvements d'effacement, de limitation, ou au contraire des mouvements de colère par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé. Donc c'est quelque chose qui est encore là. Ça a laissé une empreinte mémorielle en fait dans plusieurs régions aussi. C'est ça que j'évoque dans le livre, c'est qu'on peut voyager à travers la France et capter cette mémoire-là. Par exemple en Alsace, Oui. il y a encore beaucoup de tours, de vieilles tours moyenâgeuses, qu'on appelle les tours des sorcières. Et en fait, ce nom, il ne vient pas de nulle part, il vient du fait que c'est dans ces tours-là, dans ces bâtiments-là, que les sorcières, en attente d'être jugées, étaient emprisonnées. Donc, ça a laissé quelque chose, en fait, à travers les siècles. Et ça, je trouve ça fascinant, en fait. Parce qu'on est en permanence face à cette histoire-là, du moment qu'on ouvre les yeux, évidemment, parce qu'on peut passer à côté sans se poser de questions, mais... Ouais, on nous rappelle que ça. Maintenant, bon, il y a beaucoup, comme on disait tout à l'heure, un engouement pour la sorcellerie. Il y a quand même des dangers à tout ça. On voit beaucoup de jeunes femmes et autres qui s'essayent à ça. Ça circule de plus en plus. Il y a beaucoup de raccourcis quand même avec toutes ces pratiques, ces rituels. Les fondations n'étaient peut-être pas les mêmes à l'époque. Enfin, je veux dire, la transmission de sorcières ou de femme à femme ou de cette magie n'était peut-être pas faite de la même manière, aussi rapide qu'aujourd'hui. Non, c'était très différent. C'est ça. C'est un sujet qui est fascinant, mais sur lequel il faut effectivement émettre, malgré tout, des mises en garde. La sorcière est un archétype très fort, qui, à mon sens, en lui seul, suffit. Personnellement, je ne suis pas un adepte de la pratique magique. Je me défie de ça. Je crois qu'on a un cheminement intérieur qui ne passe pas par des pratiques matérielles. Voilà, ce qui est intéressant dans la figure de la sorcière, à mon sens, c'est qu'à travers cette image, si on la questionne, on peut effectivement se relier, mais pour moi, ça ne nécessite pas de rituel. C'est surtout un voyage imaginaire. On peut se reconnecter au merveilleux et à la nature. C'est ça qui est le plus important, c'est que quand on regarde la figure de la sorcière antique, avant tout, c'est une femme qui est connectée à la nature. C'est très marqué dans les textes littéraires, et on a à côté de ça aussi des preuves archéologiques. C'est des femmes qui connaissent très bien les plantes, et ça, effectivement, ça se transmettait de femme à femme. On a vraiment des écoles de sorcières, en fait. Ce n'est pas des individus isolés. J'évoquais tout à l'heure les plans du Larzac, donc cette inscription qui a été retrouvée dans une tombe près de Millau. Là, on a vraiment des mères et des filles, pas au sens biologique, mais des formatrices et des disciples, donc des sorcières qui maîtrisent leur art et des disciples qui l'apprennent. Donc il y a vraiment une transmission. Aujourd'hui, on est dans un monde très individualiste où chacun fait à sa sauce et sans savoir, et avec une espèce de volonté de surpuissance qui est extrêmement dangereuse. Il n'y a pas cette humilité, j'allais dire christique, qu'il faut avoir quand on rentre dans ce processus. Mais surtout, voilà, on part sur d'autres choses. Là, c'était vraiment une fine connaissance de la nature, des vertus des plantes. On voit aussi que ces femmes sont connectées aux éléments. Il n'y a pas nécessairement besoin de rites pour ça. Les sorcières de l'Antiquité, par exemple, dans les textes des auteurs grecs ou romains, marchent pieds nus.
la plupart du temps. Ça veut dire qu'elles sont vraiment connectées à la terre. On a aussi des représentations de cueillettes de plantes par des femmes, donc sur des bagues, ce genre de choses-là. Et ces femmes-là ont le haut du corps qui est dévêtu, on les voit marcher pieds nus, on les voit réaliser des danses pendant qu'elles cueillent les plantes. Donc voilà, on est dans cette forme de connexion-là à la nature, par des danses, par ce genre de choses-là. Plus comme des druides, mais voilà, on se retrouve en fait, oui, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des communautés de femmes comme il y a eu des communautés d'hommes, et sans doute que cela existe à la base parce qu'il y a des différences effectivement entre l'homme et la femme. On n'a pas forcément les mêmes ressentis, on n'a pas le même corps, il y a des petites variations, même si on a une âme qui est identique, mais voilà, non mais ça a des conséquences après sur le rapport au monde extérieur. Et je pense que c'est ça, à la base, ces communautés qui sont sexuées, du coup, hommes ou femmes, c'est que les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Et notamment sur les communautés de femmes, on a aussi des bacchantes, hein, c'est dans l'Antiquité, qui, on le voit, se mettent dans un état second, mais par la musique. Il n'y a pas de drogue, c'est la danse et la musique qui les met dans un espèce d'état second. Et c'est là aussi des communautés interdites aux hommes. Donc on voit bien qu'on a des pratiques féminines et des pratiques masculines. Mais on le voit, les cercles d'hommes et de femmes de plus en plus courants maintenant. Oui. Des femmes qui se retrouvent entre elles, qui discutent, qui changent d'état de conscience justement à travers des tambours et d'autres rituels. Mais souvent, il y a des rituels quand même. C'est là où c'est étonnant de ne pas parler de rituels dans ce sujet, parce que souvent, il y a quelque chose qui nous met en lien avec le divin, quelque chose qui nous met en lien avec la nature, comme s'il nous manquait un pont, comme s'il y avait certaines pratiques qui nous permettaient, qui faisaient le lien entre nous et ça. Alors après, voilà, ça dépend l'intention du rituel, c'est-à-dire qu'il y a des rituels de mise en état de conscience qui peuvent effectivement passer par des tambours, par tout un tas de choses, mais ça, j'allais dire, c'est en fonction des individus de choisir ou pas cette voie. Ce qui me gêne plus dans le rituel, c'est quand le rituel a une intention précise, autre que cette connexion, c'est-à-dire une intention de demander quelque chose de positif ou de négatif dans ce monde. Comme une interférence. Voilà. Là, c'est une interférence à la destinée pour moi, voilà. Mais ça, c'est mon opinion, évidemment, personnelle. Mais après, la reconnexion à la nature peut passer par tout un tas de choses, par la marche, la sorcière est très souvent associée à la nuit aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans tous les textes antiques, c'est quand le monde est endormi que la sorcière pratique en connexion avec la lune, mais il n'y a pas que ça. Il y a le silence, il y a cet état d'esprit qui est très particulier. Donc la sorcière, c'est aussi celle qui va chercher dans la nature, hors de la civilisation, un état d'esprit que la civilisation lui a fait perdre. Et tout à l'heure, j'évoquais que le retour à l'enracinement était un des moteurs en fait, de cette fascination pour la figure moderne de la sorcière. Mais quand on regarde dans l'Antiquité, c'est déjà ça, puisqu'il y a dès l'Antiquité des gens qui vivent en ville, et notamment en Grèce antique, la femme qui est cantonnée à la maison. Donc elle élève des enfants, elle enfante, elle tisse le tissu, et puis c'est tout. Et les bacchantes, elles, sont des femmes qui ne tissent pas en fait, qui sont repartis dans la nature sauvage, donc qui se sont reconnectés en fait avec leurs origines finalement. Et ça, cette notion de retour à l'origine de la sorcière est aussi pour moi extrêmement important. Ouais. Mais en ce moment, on cherche ces incarnations de femmes puissantes et en même temps qui... Enfin, je veux dire, la femme est en pleine recherche d'elle-même. On parle de mouvement féministe, mais il y a quand même... C'est pas équilibré non plus. On sent qu'on va revenir certainement vers quelque chose qui est plus doux et qui incarne ce féminin qui n'est plus blessé mais qui est libéré aussi. Oui. Hein. C'est ça qui est en train de se passer quand même. Et je pense que c'est là que c'est important de bien conscientiser en fait le mouvement, parce qu'effectivement quand on voit l'histoire de la sorcière, ça peut susciter une rage et une haine de l'homme qui est là dans beaucoup de mouvements féministes actuels. Qui ne parle pas d'équilibre, mais en fait de renversement d'une domination par une autre. Et là, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement négatif. Je pense que c'est pour ça que c'est important de se poser les bonnes questions pour avoir une vision équilibrée, qui n'est pas une vision guerrière, qui n'est pas une vision dualiste opposant l'homme et la femme, mais au contraire une vision de complémentarité. Voilà, c'est ça qui est important. Mais c'est vrai que le problème de notre époque, c'est que c'est une époque qui est assez radicale en fait. Une époque où les gens sont complètement perdus et n'ont plus de repères, et donc on est vite dans les extrêmes. La femme se cherche à travers des figures extrêmes, justement, des figures surpuissantes qu'elle va investir
pour incarner la haine de l'homme. Et puis on a de l'autre côté les mouvements masculinistes qui regroupent des hommes qui sont perdus aussi, puisqu'on ne sait plus trop ce qu'est la masculinité, qu'est-ce qu'on peut ou ne pas faire. Il y a cette peur de la femme qui est très prégnante, et du coup, on part dans un autre extrême. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir d'où on vient, de connaître le poids du passé. C'est un peu le sens de mon livre, en fait, parce que je suis parti du constat qu'en librairie, on a beaucoup de manuels de la sorcière moderne, mais il y a très peu de livres d'histoire de la sorcière, en fait. Et ce que je voulais restituer, c'est ça. C'est dans quelle généalogie on se situe, dans quelle histoire on se situe, par quoi on est habité, en fait, les hommes comme les femmes, et par cet intermédiaire-là, eh bien, avoir une perception un petit peu différente. C'est-à-dire, n'allez pas forcément vers la pratique, mais retrouvez cette figure de la sorcière, mais ne la retrouvez pas forcément vengeresse, mais comme une figure poétique, en fait, qui permet de s'identifier dans une reconnexion à la nature et à un monde différent du nôtre, en fait. Merci Christian. Passionnant, passionnant, passionnant cette conversation, et on aura l'occasion de refaire une interview sur Marie-Madeleine si le sujet vous intéresse. Là aussi, il y a encore tu as été mettre ton nez d'historien là-dedans pour un petit peu rétablir la vérité. Oui, une autre figure de femme effacée. Ouais. On est dans la même thématique, en fait, effacée par des hommes, là aussi. Et donc, l'idée, c'était de retrouver qui elle a été, et qui elle a été vraiment, puisque là aussi, sa figure a été réinvestie de choses qui n'ont rien à voir avec elle. Et donc, je voulais rétablir une vérité historique et spirituelle autour d'elle. Et on va aussi aller visiter aussi Jésus. Oui. Parce que Jésus, maître spirituel universel aussi, qui nous amène plein de beaux enseignements au-delà de la religion, et on va aller voir tout ça avec toi sur plusieurs interviews. Je mettrai les liens, elles seront toutes reliées, ces vidéos en ligne. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci pour ton regard d'historien sur ce sujet qui apporte vraiment quelque chose de tangible et avec du recul. C'est ça qui est appréciable avec ton métier, ce que tu fais, c'est que vraiment ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair. Et ça prend un temps fou quand même de faire toutes ces recherches. Je ne sais pas combien de temps t'as pris à... Énormément de temps, parce que j'ai consulté beaucoup d'archives pour juste un livre, mais c'est passionnant. C'est un sujet qui m'habitait, qui ouvrait sur plein de questions. Et donc je voulais le creuser au maximum, en fait. C'est quelque chose qui habite à un moment donné, et on veut comprendre. Et donc ça nécessite effectivement des recherches approfondies dans pas mal d'archives. Mais c'est un voyage qui est absolument fascinant, et j'ai des fois même du mal à m'arrêter, en fait. On trouve toujours de nouvelles informations, de nouvelles sources, donc difficile d'arrêter le livre. C'est difficile de s'arrêter à un moment donné, mais il faut. En tout cas, merci pour ce bijou, Le Royaume des sorcières. Donc si vous avez envie de vous plonger dans le sujet, rien tel que de lire, bien sûr, et d'aller voir tes références. Et on n'a pas parlé d'Auxerre aussi, mais... Oui, la sorcière de la cathédrale d'Auxerre, qui est une figure fascinante, et pas mal de sites en France aussi. C'est ce que je voulais à travers ce Royaume des sorcières, c'est aussi faire visiter la France de façon un petit peu différente, parce que bon, c'est la France, on a l'image du pays de la rationalité, mais c'est pas du tout ça. Et sur les histoires de sorcières, à travers tout le territoire, il y a énormément de sites fascinants, que ce soit dans le sud de la France, en Bretagne, en Alsace, ou ailleurs, à Auxerre par exemple. Il y a encore des traces de tout ça. Super, gros bisous, on vous embrasse. Merci de partager cette vidéo, et bonne lecture, à bientôt. Merci Christian. Avec plaisir, merci à toi Lilou.